toutes et à tous. Donc, nous allons entamer le deuxième panel de la journée intitulé Circulation transnationale, gouvernance et injustice environnementale. Donc, je suis Soraya Boudia, j'ai l'honneur de présider ce très riche panel. Je suis professeure de sociologie à l'Université Paris-Cité au CNRS actuellement. Et je pense que je suis dans ce panel parce que je m'occupe de déchets sous l'angle de la gouvernance des problèmes. On a beaucoup parlé des ressources et je m'intéresse beaucoup aux déchets comme ressources, mais je me suis beaucoup intéressée aux déchets plutôt dangereux, toxiques, leur rôle dans ce qu'on appelle la toxification de la planète, donc plutôt des déchets industriels, etc. Et bien sûr aux questions de justice et d'injustice sociale et environnementale les concernant. Donc c'est un panel où nous allons discuter de beaucoup de choses à la fois. Les organisatrices, alors je ne sais pas si les déchets est un sujet genré, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plutôt beaucoup de chercheurs et chercheuses qui travaillaient sur la question. Nous allons nous intéresser au type de déchets justement qui circulent. Nous avons déjà évoqué plusieurs types de déchets depuis ce matin, peut-être y revenir de manière plus systématique, de discuter de leur présence massive. Peut-être que dans les villes, on les voit un peu, mais ils ne sont pas que dans les villes. Ils peuvent être accumulés dans certains endroits ou, au contraire, pour des gens comme moi qui travaillons sur les déchets environnementaux, ce qui est frappant, c'est l'invisibilité des déchets et l'invisibilité de leur dimension absolument massive. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas les méga-décharges dans le monde et la présence de ces méga-décharges sur l'ensemble de la planète. Alors, discuter de la vie des déchets, de leur circulation dans les espaces méditerranéens, c'est une manière, me semble-t-il, en tout cas, d'interroger un peu l'économie politique, et on a commencé à le faire, le dernier continent, le dernier marché, le dernier continent de ressources. Il y en a d'autres, hein, il y a la nature, etc. Mais discuter justement de l'économie politique des déchets, de ce que leur mode de gestion nous dit des rapports sociaux et politiques tels qu'ils structurent les sociétés méditerranéennes. Et bien sûr, ces sociétés sont organisées avec des modes d'organisation politique sociaux très différents parfois, entre le nord et le sud, et même parmi ce qu'on appellerait les pays de la zone sud, mais ce qui caractérise plusieurs d'entre elles, ce sont des contextes autoritaires, et donc discuter aussi des déchets dans ce type de contexte en comparaison, et on l'a vu avec des contextes dits plus démocratiques, mais de voir que finalement il y a peut-être beaucoup plus de convergence et de ressemblance que de différence, mais c'est peut-être un sujet qu'on pourrait aussi mettre sur la table, et discuter beaucoup des formes de contestation, de mobilisation auxquelles ces déchets donnent lieu. Alors nous avons la chance d'avoir, je pense, un panel vraiment exceptionnel, et je suis ravie de pouvoir vous introduire très rapidement nos quatre intervenants. Diane Robert commencera son intervention. On aura 10 minutes, une table ronde avec 10 minutes d'intervention par intervenant, puis on repartira sur des questions transversales. Donc Diane est docteure en géographie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est aujourd'hui postdoctorante au centre Jacques Berck à Rabat. Et ses recherches, pour le dire rapidement, mais vous allez vous en rendre compte, portent sur les relations entre les industries et les territoires, en particulier les mobilisations sociales et la production des nuisances industrielles et des formes de mobilisation auxquelles ils donnent lieu. Alors, ensuite, j'ai tout noté pour ne pas oublier. C'est beaucoup plus prudent. Ensuite, nous écouterons Marguerite Telat, qui est doctorante au Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales et ATER à l'Institut du développement, qui prépare une thèse sur les controverses et mobilisations écologistes et ouvrières autour de la construction de l'aéroport d'Istanbul, avec justement les effets que cela peut avoir sur les dynamiques d'urbanisation, à la fois les dynamiques d'urbanisation des villes du Nord, mais sur les villages qui sont à l'extérieur d'Istanbul. Et
Nous entendrons ensuite Simone Di Secco, j'espère que je prononce correctement, qui est docteur en sociologie de l'université Paris-Cité et qui est à l'école française de Rome et dont les recherches portent sur les recompositions du travail dans des contextes justement marqués par la précarité, l'informalité et les mobilités internationales, notamment les questions des migrants. Et il s'intéresse aujourd'hui, il mène un travail avec des collègues tunisiennes sur les transformations du secteur professionnel de la gestion des déchets urbains, à la fois en Italie, justement c'est l'idée de cette comparaison, en Italie et en Tunisie. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Nelly Leblond, je vais y arriver, qui est docteur en géographie et qui est spécialisée justement dans les questions d'enjeux socio-environnementaux liés aux déchets. Elle a mené une série de travaux sur les déchets électriques et électroniques, les e-waste sous leur nom connu dans le milieu, en Israël-Palestine, ainsi que les questions des injustices environnementales qui sont présentes dans son travail, mais qui sont aussi présentes dans un travail qu'elle avait réalisé notamment dans le cadre lié à la thèse, je pense, sur l'assainissement des villes africaines. Alors aujourd'hui, elle est titulaire d'une chaire CNRS qui s'intitule Transition et résidus. Le mot résidu m'est très cher pour y avoir beaucoup, une manière de présenter justement les déchets, ce qui reste. Donc à l'UMR TRI, qui est à l'université de Pau. On reviendra justement sur ce qui fait aussi la transversalité de ce panel après avoir entendu les différents collègues. Voilà. Merci. Donc, tout d'abord, je remercie les organisatrices de cette journée d'études très riche et tous les intervenants. Donc, la matière qui fait l'objet de l'article que j'ai écrit pour le numéro est un déchet industriel, le phosphogypse. Donc, c'est un coproduit d'une réaction chimique qui est au fondement de la fabrication de nombreux produits phosphatés, donc les engrais phosphatés, mais aussi de plus en plus les précurseurs de cathodes de batteries électriques lithium-fer-phosphate. Et cette réaction chimique permet de transformer les roches phosphatées en acide phosphorique et génère d'énormes quantités de phosphogypse parce qu'on estime que pour une tonne d'acide phosphorique, on obtient aussi 5 tonnes de phosphogypse. Et dans ce phosphogypse, on va retrouver une grande partie des impuretés qui sont présentes dans les roches phosphatées au départ, donc des métaux lourds comme le cadmium, mais aussi des éléments radioactifs. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une matière qui est à la fois encombrante et toxique et qui se trouve au cœur de contestations un peu partout où on la trouve, qu'elle soit rejetée directement dans la mer ou qu'elle soit stockée sous forme de terrils, donc des gros tas de plusieurs dizaines de mètres de haut, qu'elle soit aussi fabriquée dans le cadre d'une production toujours active ou qu'elle subsiste comme héritage après la fin de l'exploitation. Donc c'est une matière gênante pour l'industrie des phosphates, l'industrie des engrais notamment. Donc face aux critiques qui pointent l'impact environnemental de la production de ces engrais phosphatés, l'Association internationale des engrais, qui regroupe les producteurs d'engrais, tente de relégitimer la filière en mettant l'accent sur les efforts de valorisation et les pratiques d'économie circulaire. Donc l'enjeu est de pouvoir réutiliser le phosphogypse, qui impliquerait de changer de regard sur la matière, de la considérer non plus comme un déchet, mais comme un simple coproduit qui posséderait une valeur marchande. Ce qui m'a intéressé, moi, dans l'article, c'est d'analyser conjointement les dimensions matérielles et sociopolitiques de la production de phosphate à partir justement de cette matière rebut, le phosphogypse, en m'inspirant du sous-courant de la Political Industrial Ecology. Donc dans cette approche, pour faire court, il s'agit de considérer que les flux et les stocks de phosphogypse ne sont pas de simples données techniques, mais structurent des rapports de pouvoir, nourrissent aussi des conflits territoriaux et influencent les stratégies de légitimation industrielle. Voilà. Donc pour ce qui est du cadre spatial de mon article, donc je me suis concentrée sur le cas tunisien, plus précisément celui de Gabès, le principal site de transformation de phosphate du pays, où les contestations des débordements de l'industrie des phosphates ont été particulièrement vives dans les années qui ont suivi le dit printemps arabe de 2011, et qui d'ailleurs le sont toujours aujourd'hui. Donc pour revenir sur la matérialité du phosphogypse, en lien avec la thématique du panel,
contrairement à d'autres types de déchets qui circulent sur de longues distances, son caractère encombrant implique de le gérer, le traiter et surtout de l'abandonner au milieu à proximité du site de production. Mais la question des circulations transnationales n'en est pas moins pertinente, puisque ce sont les activités de transformation de roches phosphatées en engrais qui ont eu tendance à se déplacer. Autour des années 70, ces activités ont progressivement quitté la rive nord méditerranéenne pour se rapprocher des sites d'extraction de roches phosphatées, donc par exemple en Tunisie, mais aussi au Maroc. Et on peut l'expliquer de plusieurs manières. D'une part, l'abandon de ces activités côté européen peut être lié à une montée de préoccupations et des conflits qui concernaient les impacts socio-environnementaux de ces activités, mais aussi la baisse de compétitivité des usines. Et d'autre part, du côté des États détenteurs de la ressource, qui étaient alors animés de la volonté de construire leurs économies nationales après des décennies de colonisation, des efforts ont été mis en œuvre pour progresser dans les chaînes de valeur. Donc, au lieu d'exporter les ressources brutes, la logique était de les transformer sur place et donc de produire davantage de valeur ajoutée en interne. Et l'installation des unités de transformation phosphatière à Gabès est le fruit de cette volonté politique. Mais bien sûr, celle-ci a eu un revers, celui des pollutions massives, de la violence lente qui continue d'affecter les populations, surtout celles qui vivent au plus près des sites de production, qui affectent aussi les écosystèmes, les travailleurs de ces sites. Donc c'est aussi à Gabès que la majorité des phosphates tunisiens sont transformés, c'est à Gabès que la majorité des phosphates sont transformés, donc c'est aussi là que sont générées les plus grosses quantités de phosphogypse, donc on parle de 12 000 tonnes par jour ou 5 millions de tonnes par an en production nominale. Autre fait à noter, dans les autres sites de transformation existants en Tunisie, le phosphogypse est stocké sous forme de terril. Donc, ça génère aussi des inquiétudes sur les impacts des modes de stockage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et à Gabès, par contre, le phosphogypse est rejeté en mer directement. C'est un choix qui a été fait à la construction des usines. En fait, le bureau d'études français qui avait été mandaté s'inspirait des modalités de gestion du phosphogypse des anciennes usines de l'estuaire de la Seine. Donc ce choix, malheureusement, a été particulièrement dommageable au golfe de Gabès, dont les eaux sont peu profondes et où les courants marins sont faibles. Donc on a une accumulation de phosphogypse, la formation d'une plage artificielle au niveau de Chott Salem, au sud de Gabès, et on a vu apparaître une zone morte aussi dans la zone. Face à cette catastrophe écologique, la Tunisie a été poussée dans le cadre de ses engagements environnementaux à envisager des alternatives au rejet marin de phosphogypse, avec notamment un projet de mise en terril au niveau de Oudrev, donc dans la périphérie de Gabès, qui a été financé par la Banque européenne d'investissement dans les années 90-2000. Le projet a pris du retard, il était à peine entamé en 2011, et à ce moment-là, il a été fortement contesté par les habitants de Oudrev, ce qui a conduit à la mise en pause du projet. Et aussi, on a laissé perdurer le système de rejet en mer du phosphogypse et ses impacts dévastateurs. Et donc, en parallèle, depuis 2011 aussi, on a des fortes protestations contre ce déversement en mer au niveau de Chott Salem. Voilà. Donc, sans pouvoir revenir sur tous ces conflits, par manque de temps. J'aimerais souligner 2 points principaux. Donc, premièrement, il me semble que la conflictualité est moins une affaire de controverse technique que de lutte où les représentations par les populations de leurs propres intérêts matériels, donc éviter d'être davantage exposés aux risques et au débordement d'une matière toxique, s'articulent à des demandes de reconnaissance parce que la promiscuité des déchets est souvent associée à une position dépréciée dans l'ordre moral et social, mais aussi à des demandes de justice territoriale, dans un contexte où chaque solution avancée apparaît comme un déplacement du problème plutôt qu'une réponse à la crise environnementale structurelle. Deuxièmement, plusieurs dimensions des modes de gouvernement de cette conflictualité ont eu tendance à intensifier un climat de méfiance de la part des populations, donc celles qui côtoient le phosphogypse au quotidien ou qui sont susceptibles de le côtoyer à l'avenir. Donc je veux parler du recours à des expertises qui sont perçues comme inféodées à l'industrie, aussi du gouvernement en période de mobilisation par la promesse, donc avec l'annonce de projets qui ne voient jamais le jour, et en période de creux de mobilisation, un gouvernement par l'attente, voire le pourrissement. Et enfin, j'aimerais revenir sur les enseignements qu'on peut tirer de l'analyse de cette conflictualité pour questionner la perspective de l'économie circulaire. Donc, au pic des conflits territoriaux, on a pu voir se former des coalitions d'acteurs qui ont vu dans la valorisation du phosphogypse, qui fait l'objet de travaux scientifiques en Tunisie depuis les années 80,
la promesse de se voir débarrasser de la matière et de dépasser les contradictions sociales et matérielles mises en lumière par les conflits. Donc, plusieurs pistes sont étudiées. Un emploi dans les matériaux de construction, les techniques routières, l'agriculture, mais aussi l'extraction de matériaux à plus forte valeur comme les terres rares. Or, premièrement, il ne faut pas sous-estimer les contraintes techniques et économiques auxquelles se heurte le développement de véritables filières de valorisation. Deuxièmement, la valorisation ne supprime pas la nécessité de stocker d'importantes quantités de phosphogypse, donc d'installer des terrils dans des endroits où il y a potentiellement des riverains. Et troisièmement, l'appel à transformer l'image du phosphogypse, donc d'un déchet toxique, symbole d'injustice environnementale, à une ressource utile ou à un facteur de développement, suscite des résistances. On le voit par exemple dans la réaction à l'annonce cette année de déclassement réglementaire du phosphogypse, donc qui n'est plus en Tunisie considéré comme un déchet dangereux, justement. Symboliquement, Agabès a été perçu comme une minoration des souffrances subies par les populations, et surtout les populations de Chott-Salem. Donc il me semble que ces constats invitent à prendre du recul par rapport à l'imaginaire consensuel et technosolutionniste qui est véhiculé par le paradigme de l'économie circulaire. On peut mettre en doute assez profondément la capacité de valorisation à venir à bout des débordements socio-environnementaux de la production des engrais, sur laquelle repose actuellement toujours une grande partie de l'agro-industrie. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Oui, ça marche. Bon, alors j'enchaîne vite et je surveille le temps pour ne pas prendre du retard. J'ai vu qu'on était bien à l'heure. Alors déjà, merci beaucoup à toutes les organisatrices de ce panel. Merci en particulier à Emmanuelle Durand qui m'a fait beaucoup de relectures sur l'article et où ça m'a beaucoup aidé. Moi, je vais vous présenter une enquête aujourd'hui que j'ai menée à Istanbul. Et peut-être la différence avec la plupart des autres enquêtes, des différentes études qui vous ont été présentées, c'est que moi, je ne travaillais pas sur les déchets initialement. Et en fait, j'ai été amenée à travailler sur les déchets avec des acteurs de terrain qui me sont mis à me parler de problématiques qu'ils vivaient. Donc moi, je mène ma recherche doctorale sur des mobilisations écologistes et ouvrières autour de la construction d'un aéroport à Istanbul, en Turquie. Et j'essaie dans ma thèse de comprendre comment cet aéroport est devenu un enjeu de scandale public, de problèmes, notamment autour des questions des accidents du travail et des conditions de travail des ouvriers sur le chantier, et d'essayer de voir comment des acteurs écologistes ont pu mener cette lutte dans la sphère publique. Et justement, ce qui, moi, m'a un peu intéressé dans l'enquête que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été un scandale public. Il y a eu tout un enjeu autour des déchets de construction qui m'a été présenté par des villageois, villageoises, et qui n'est pas rentré dans la controverse. Alors, pour vous présenter... Non, c'est l'autre sens. Voilà. Donc, pour vous présenter un peu rapidement, c'est avec une belle carte qu'on a fait spécialement pour la revue à 6 mains avec Agathe et Florence. La ville d'Istanbul, que je vous ai mis tout en haut, c'est une ville de 20 millions d'habitants, donc c'est une très grosse ville, dont tout le nord est en cours d'urbanisation, donc dans une zone où il y a principalement des forêts, des marécages. Enfin, c'est une zone qui est encore très très rurale et qui, depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée de tout un tas de nouvelles infrastructures comme une nouvelle autoroute, un nouveau pont, ce nouvel aéroport qui a été construit pour devenir le plus grand du monde et pour être couplé avec un projet de canal qui relierait la mer Noire à la mer Marmara, on assiste à une transformation un peu de cette région avec l'arrivée de tourisme, de la spéculation immobilière, enfin une véritable transformation de la région. Et moi, je m'étais rendue dans ces petits villages dont on vous a mis un peu les noms pour voir comment les habitants, habitantes vivaient avec ces transformations, qu'est-ce qu'ils pensaient des risques d'expropriation, comment ils s'adaptaient à l'arrivée de toute cette nouvelle urbanisation. Et donc, c'est lors d'un de ces terrains qu'un peu par hasard, une villageoise me montre dans son jardin un tas de casques de chantier qui étaient assez hauts, qui montaient de plusieurs mètres. Et je lui dis, mais d'où ça vient ? Et elle me dit, mais c'est mon fils qui tous les jours s'amuse à aller ramasser des casques de chantier et à les ramener dans le jardin. Et donc, suite à ça, je lui ai demandé de me montrer. Et on est parti en balade sur le long du littoral, donc là où on a mis des petits pieds sur la carte. Et donc, elle m'a montré avec plusieurs de ses voisins, qui étaient des pêcheurs et des pêcheuses principalement, qu'en fait, à proximité de l'aéroport, il y avait tout un tas d'objets qui venaient de l'univers du chantier, qui s'accumulaient, et que plus on s'approchait du terrain de l'aéroport, plus on avait un amoncellement d'objets qui venaient du chantier.
Et donc moi, c'est suite à cette première promenade avec elle, donc c'était en 2021, sachant que l'aéroport avait été ouvert en 2018, donc 3 ans après son ouverture, que j'ai décidé de revenir un peu sur ce littoral et d'essayer de voir l'évolution de ce chantier, d'essayer de poser aussi des questions et de me demander un peu pourquoi cette grande zone de décharge autour du chantier n'était pas notamment investie par les militants et militantes écologistes qui pourtant se mobilisaient sur la question de cet aéroport. Et donc j'ai mené une enquête à travers ce que les habitants me disaient, de d'où venaient ces objets, de ce qu'ils identifiaient comme des nuisances et comme des pollutions, et comment ils en structuraient aussi une critique de façon de construire et de gouverner un peu ces projets. Donc je vous ai mis quelques photos pour vous montrer un peu concrètement les choses qui me montraient, eux, sur le littoral comme étant des choses nouvelles. Donc là, à gauche, c'est des gros blocs de ferraille de béton armé. Donc ça, c'est des gros blocs où il y en a tout un tas sur le littoral qui s'avancent dans la mer et qui créent des espèces de digues artificielles. De l'autre côté, je vous ai mis des exemples de pierres qui sont des pierres de faïence, de terrazzo, enfin en tout cas qui sont des pierres qui ont été érodées par la mer mais qui viennent de démolition urbaine. Donc ça, ils m'ont aussi longuement expliqué que c'était des pierres qui n'existaient pas sur le littoral avant et que c'est avec l'arrivée des chantiers qu'il y a eu toutes ces pierres qui sont arrivées. Et après, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est tout un tas d'objets. Donc j'ai pris en photo un peu de manière isolée, mais il y a des endroits où ça s'accumule. Donc des gants, des harnais, des chaussures de chantier, donc tout un tas d'objets qui viennent de l'univers du chantier. Ils m'ont même montré aussi, il y a un endroit où c'est des déchets médicaux, des tubes de sang, des boîtes de médicaments, et ça où ils identifient que ça vient notamment des infirmeries de ces énormes chantiers qui construisent la ville. Donc moi, la première question que je me suis demandé, c'était finalement qu'est-ce qu'eux, ils identifiaient comme nuisance, comme pollution par rapport à ces différents objets. La première réponse qu'ils me disaient, c'était que c'était sale, que c'était moche, donc c'était une... Ah oui, ça marche... Vous m'entendez ou c'est... Ok. Que c'était une indignation visuelle. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'ils se plaignaient aussi de l'injustice entre les différents villages, en m'expliquant que dans certains villages qui étaient plus occupés par un tourisme stambouliote qui venait s'y baigner l'été, ces différents détritus étaient ramassés par la municipalité, là où eux, ce village-là, où il y a tous ces différents objets, ils avaient l'impression d'être laissés pour compte. Donc ils avaient un sentiment, en tout cas, d'injustice. Une autre plainte qui est beaucoup revenue de la part des pêcheurs, c'était vis-à-vis notamment de ces digues qui s'enfoncent dans la mer, avec ces gros blocs de ferraille que je vous ai montrés. Ils m'expliquaient que ça détournait la voie des poissons et qu'ils étaient obligés d'aller plus loin en mer pour pouvoir pêcher et que c'était plus dangereux. Donc moi, ce qui m'a assez intéressé dans tous ces récits que je vous fais un peu rapidement là, c'est que ce qu'ils critiquaient, c'était pas tant l'altération ou la transformation de leur environnement, mais le fait qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une transformation des usages qu'ils en étaient faits de leur littoral, et que certains usages que eux ils avaient l'habitude de faire n'étaient plus possibles. Et là, je pensais par exemple à un usage assez courant des habitantes qui allaient ramasser du charbon et du bois pour se chauffer, et où ça, ils avaient de plus en plus d'agents de la municipalité qui leur disaient désormais qu'ils devaient se connecter au gaz naturel et donc qu'ils devaient arrêter de venir ramasser du charbon et du bois sur les plages. Voilà. Après, le troisième point un peu que je voulais développer, c'est que pour toutes ces critiques un peu que les villageois ont formulées sur la façon de contrôler ces chantiers, moi, ça m'a particulièrement intéressée parce qu'il y avait un récit un peu collectif des militants écologistes qui disaient que les villageois ne s'étaient pas mobilisés justement contre ces projets car ils étaient pour la plupart des villages qui supportaient le gouvernement turc. Et moi, ce que du coup ces récits me laissaient penser, c'est que ce qu'ils critiquaient, c'était la façon de le gouverner, et notamment l'opacité dans laquelle ils découvraient que leur littoral était donc utilisé comme une déchetterie, mais aussi que leur littoral était fermé. Quand ces grands chantiers ont commencé à ouvrir, on a fermé le littoral, et donc ils racontent que du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus traverser le littoral, et ils ne savaient plus ce qui s'y passait, notamment pendant le jour et pendant la nuit. Et là, je pense notamment à l'exemple d'un autre village qui est situé plus à l'est. Alors, je ne sais pas si je peux remettre ma carte le village de Ağaçlı, qui était très connu pour d'après eux, pour des grandes dunes de sable, et où ils ont vu leurs dunes de sable réduire d'année en année depuis que ces chantiers ont commencé. Et ils m'expliquaient que des entreprises venaient voler le sable pendant la nuit pour l'utiliser pour en faire du ciment et construire dans la ville. Et une autre chose assez intéressante qu'ils m'ont raconté, c'est qu'en réponse à toutes ces plaintes qu'ils faisaient de la façon de gouverner donc de ces entreprises de construction en lien avec le gouvernement, il y a eu des réponses un peu de communication des entreprises, et notamment une où on leur a
on a déplacé un morceau de la dune, donc un morceau de sable, vers le centre-ville d'Istanbul, vers un jardin botanique. Donc là, voilà, c'est la photo. On a déplacé, donc au milieu de la nuit, ils sont arrivés avec 10 camions de sable, ils les ont déplacés vers le centre-ville, en expliquant aux villageois et villageoises qu'ils faisaient ça pour sauver les plantes endémiques et toutes les espèces qui venaient notamment de ce littoral. Donc moi, je me suis rendue dans ce jardin botanique où on avait déplacé le sable en cherchant un peu les espèces endémiques qui seraient là. Et en fait, c'était plus ou moins laissé à l'abandon. C'est pour ça que je vous ai mis la photo où on voit derrière le nouveau centre financier derrière d'un des centres-villes d'Istanbul en arrière-plan. Et toute cette communication environnementale, donc de dire on fait ça pour sauver les espèces endémiques, elle a été extrêmement critiquée par les militants et militantes écologistes qui aussi ont tout un discours sur le fait que cet aéroport s'était présenté comme étant le premier aéroport zéro déchet au monde, en faisant tout aussi une communication avec des expos, des expositions d'art recyclé, toute une communication un peu d'outils marketing autour de ça, tandis que les villageoises, eux, avaient cette impression d'être laissés pour compte. Ouais, très bien, j'allais conclure. Voilà. Donc pour conclure, je voulais un peu vous montrer cette enquête que moi j'avais menée à travers les visions des villageois et villageoises, et en essayant de vous montrer un peu une dimension assez matérielle de l'urbanisation telle qu'elle était vécue par les personnes aux marges. Je voulais juste finir en faisant un peu écho au panel du coup d'aujourd'hui, en faisant des liens un peu avec les questions de circulation. Moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'il n'était pas tant question de circulation ici, puisque justement, les entreprises de construction laissaient en fait leurs déchets à proximité immédiate des chantiers, mais que ce qui circulait à l'inverse, c'était plutôt les entreprises turques de construction, où en fait, ce que je me suis aperçue en faisant des entretiens et des terrains avec les entreprises, c'est qu'elles sont en exportation dans toute une région du monde, telle que le Caucase, l'Asie centrale, le Maghreb et aussi l'Afrique. Et que ce modèle aussi de gestion et de construction s'exporte aussi. Et je pensais notamment à une entreprise turque de construction qui m'expliquait qu'ils avaient commencé à construire un chemin de fer en Tanzanie et qu'ils avaient dû arrêter faute d'argent. Et donc là, c'était même plus les débris de construction qui se sont intégrés dans le paysage local, mais carrément le début de la construction qui est resté sur place parce qu'ils ont dû partir. Et l'autre point, c'était que sur les injustices socio-environnementales, j'ai essayé de parler ici de comment les riverains, riveraines vivaient ces injustices. Mais il y a une question sur laquelle j'aimerais travailler, qui m'interroge aussi, c'est la question des travailleurs du coup, qui sont exposés à ces pollutions. Et dans le champ de la construction, il y a eu de plus en plus de débats en Turquie sur la question de l'amiante, qui s'est notamment développé avec les séismes de 2023, où il y a eu tout un tas de travailleurs qui sont en train de participer à la démolition des bâtiments qui ont été endommagés. Et donc on commence de plus en plus à discuter de comment protéger, ou en tout cas comment avoir conscience du fait que ces travailleurs sont en train d'être contaminés avec l'amiante lors des démolitions. Voilà. Bonjour à tous et à toutes et merci aux organisatrices du coup, surtout effectivement, ça a l'air d'être plutôt genré. Moi, c'est surtout un début de réflexion qui est une réflexion collective que je mène actuellement avec deux collègues, Maha Boulal et Anan Chebi de l'Université de Sfax, qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Et c'est une réflexion qui est née aussi dans les programmes VilleMove, et une réflexion qui est encore en cours. Du coup, c'est plutôt quelques propositions presque méthodologiques qu'on propose aujourd'hui autour de la question du coup des crises des déchets. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on s'est rencontré avec ces deux collègues avec une tentative d'analyse comparée sur la gestion des ordures ménagères et le travail dans le secteur des ordures ménagères dans deux contextes nationaux, l'Italie et la Tunisie, où la question des crises est quelque chose de plutôt récurrent. Du coup, c'est à partir de ça qu'on a commencé un peu à essayer de travailler avec cette notion des crises. Pour donner un petit aperçu historique, en Italie, on a, même si on le sait un peu moins, on a plusieurs crises en vrai qui s'installent dans des différentes villes de la péninsule dans les années surtout 90. En parallèle aussi avec l'émergence des nombreux scandales liés à l'enfouissement illégal et au transfert des déchets toxiques dans les sud global notamment. C'est un peu à partir de cette période-là qu'il y a une politisation, on va dire, dans l'espace public aussi de la question des déchets. L'épisode le plus emblématique
qui vous connaissez sans doute, c'est la crise des Naples, des déchets dans les années 2008-2010, autour desquelles il y a plusieurs images qui font aussi la une de la presse internationale aussi, et qui aussi continuent de nourrir des stéréotypes aussi sur les mezzogiorno italiens. Plus récemment aussi, c'est la capitale, c'est Rome, qui connaît une crise des déchets assez importante. Et pour cette raison, elle est contrainte aussi à exporter une bonne partie des ordures ménagères dans d'autres régions, voire à l'étranger. On parle de 2023, 2024, c'est plutôt récent. Aujourd'hui, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais il y a une nouvelle crise qui est aussi une crise mondiale, en vrai, qui est celle de la filière du recyclage du plastique, qui a des effets directs sur les secteurs du recyclage en Italie, parce que plusieurs installations sont en train de fermer, comme c'est plus rentable, raison pour laquelle il y a même des filières de collecte qui sont interrompues, commencent à être visibles aussi dans les rues, notamment en Sicile et en Sardaigne, mais à l'échelle nationale, c'est quelque chose d'assez important. Ce qui concerne la Tunisie, je parle un peu rapidement sur ça, la période post-révolutionnaire a été aussi marquée par des crises successives à Gerba, à Monastir et puis surtout à Sfax au tournant des années 2020. On va parler surtout de ça aujourd'hui, notamment suite à la fermeture de la décharge de Algana, qui était la deuxième du pays. Et qui devient aussi une des crises les plus importantes sur ces questions sociales et environnementales du mandat de Kais Saied, peut-être juste après l'actuelle mobilisation à Gabès sur la question des phosphates dont on a parlé tout à l'heure. En Italie comme en Tunisie, du coup, on parle des crises de déchets, mais ces crises ne sont pas vraiment une exception, plutôt en quelque sorte la norme, ou dans tous les cas, une présence qui est vraiment récurrente dans les débats publics. Comment on regarde à ces crises dans aussi ces débats, dans ces types de débats publics-là. On a souvent un regard qui est plutôt, à notre avis, schématique et simplificateur. Pour le dire rapidement, pour certains observateurs, c'est surtout un problème du coup technique qui est lié exclusivement au dysfonctionnement ou à l'archaïsme aussi des infrastructures de traitement des résidus. Pour d'autres, les crises sont produites essentiellement par les mauvais comportements individuels, déviants des habitants et d'habitantes de certaines villes, et raison pour laquelle une majeure éducation trisélective, ça serait suffisant pour résoudre les problèmes. D'autres observateurs encore pointent la responsabilité principale des illégalismes qui dominent les secteurs et en Italie et en Tunisie et proposent donc de renforcer la lutte contre la corruption et la criminalité organisée comme réponse principale à ces questions. Or, ces différentes représentations ne sont pas entièrement fausses, notamment la dernière, sur les deux premières. Voilà. C'est pas entièrement faux, mais ils s'appuient effectivement sur une vision plutôt réductionniste sur la gestion des déchets à l'époque contemporaine. De notre point de vue, il faut plutôt penser à la gestion des déchets, comme j'en parle à vous, vous savez déjà sans doute mieux que moi, mais plutôt comme un fait social total, dans le sens que c'est un phénomène multidimensionnel qui met en jeu la société entière et qui est aussi fondamental pour la reproduction de cette société. Les crises, donc, peuvent plutôt être conçues comme des révélateurs des différents enjeux, à la fois écologiques, économiques, sociaux, qui sont au cœur de la gouvernance des résidus et qui constituent aussi, du coup, peut-être des moments privilégiés pour élargir les regards et approfondir l'analyse. Si on prend par exemple la crise des déchets de 2008 à Naples que j'évoquais tout à l'heure, cette crise, du coup, elle est souvent réduite à la présence de la camorra, de la criminalité organisée dans les secteurs, mais si on a un regard un peu plus approfondi et critique, elle renvoie surtout aussi à l'histoire longue de sa province, de Naples, notamment de la Terre dei Fuochi, de la Terre de Feu, qui a été transformée en zone de déversement d'énormes quantités de résidus industriels venus du nord de l'Italie et d'Europe aussi à partir des années 80. C'est important parce qu'on partit du miracle économique du nord-est de l'Italie et s'appuie directement sur cette externalisation des nuisances vers le sud de la péninsule. Et c'est seulement à partir de ces cadres-là denses qu'on peut
comprendre pourquoi il y a une opposition puissante qui se développe, populaire aussi, qui se développe contre l'ouverture de l'incinérateur au milieu des années 2000 et ensuite contre l'ouverture de nouvelles décharges plus ou moins dans les années 90 et dans les années 2010 dans la région de Naples. Et l'effet que les infrastructures déjà existantes pour les traitements des résidus ménagers étaient utilisées aussi pour le traitement des résidus industriels, plus la méfiance dont on parlait tout à l'heure pour le cas de la Tunisie, je pense que c'est plus ou moins la même chose dans les contextes de la Campanie, implique qu'effectivement il y a une crise de saturation des installations dans les 2007 et 2008. Et donc, c'est aussi les oppositions populaires qui participent en quelque sorte à déclencher cette crise, mais en posant du coup des questions politiques assez claires aussi. Le gouvernement national, en réponse, établit un état d'urgence en 2008-2010. C'était Berlusconi à l'époque. Et ce dispositif d'exception permettra effectivement l'ouverture d'un nouveau marché des déchets pour des entrepreneurs qui sont aussi souvent liés au pouvoir politique locaux et en partie aussi à la criminalité organisée, ce qui est plutôt paradoxal, mais c'est exactement ce qui se passe, et ce qui participe aussi à engendrer de nouvelles crises dans les années suivantes. Du coup, on s'interroge sur le rôle qui est joué par les mouvements contestataires dans la crise et aussi la restructuration du coup du système de gestion des déchets, qui est donc loin d'être marginal, non seulement en Italie, mais aussi en Tunisie. Si on prend aussi l'exemple de la décharge d'Elgan dont je parlais tout à l'heure, 2018, des militants et des militantes de la ville d'Agareb, où surgit du coup la décharge dont on parle, à quelques kilomètres de l'importante ville de Sfax, lance la campagne Manishem Sab, qui était citée aussi dans l'argumentaire pour aujourd'hui. Je ne suis pas en décharge, ça veut dire, pour exiger la fermeture du site d'enfouissement qui a été ouvert en 2008. Grâce à cette lutte, en septembre 2021, la décharge est fermée, ce qui mène à l'interruption de la collecte dans la ville de Sfax. Ce qui mène aussi à une nouvelle mobilisation à Sfax pour protester contre la situation sanitaire qui était devenue ingérable et en réponse à laquelle les gouvernements tentent d'identifier des nouveaux endroits où ouvrir une nouvelle décharge, ce qui ne fait que multiplier la création de nouveaux comités d'opposition à l'installation de ces décharges. OK. Et comme à Naples aussi, la répression étatique est très forte. On a aussi un recours, et ça c'est important, j'insiste sur ça, à des méthodes extralégaux de la part des autorités publiques pour résoudre ces problèmes-là. Et qui est en gros résolu à travers l'ouverture des décharges sauvages dans des terrains agricoles pour libérer des rues de Sfax. Je coupe entièrement toute la dernière partie et je m'excuse pour ça. Je vais plus sur la conclusion, je disais un peu plus méthodologique. Au-delà des spécificités des cas de Naples et des Sfax, on peut quand même tirer quelques réflexions plus générales. Tout d'abord, on a souvent tendance, pas forcément ici dans cette salle, mais à se focaliser exclusivement sur les secteurs des déchets urbains ou des ordures ménagères, notamment dans les discours publics. Or, on voit aussi que les moments de crise ils nous permettent de mettre en lumière à quel point les différentes filières de traitement sont liées entre elles. On ne peut pas les étudier de manière complètement autonome. Et aussi la place fondamentale qui joue les résidus industriels, pas seulement en termes quantitatifs aussi, mais effectivement dans la structuration du secteur. Ensuite aussi, ces deux cas, et à mon avis, ils nous encouragent à ne pas réduire les réseaux de gestion et leur crise à la dimension uniquement locale, la crise des Sfax, la crise des Naples, parce qu'il faut s'intéresser du coup aux différentes échelles de circulation et aussi à leur épaisseur historique. Ça, c'est très important. Encore, ces crises montrent la complexité de l'articulation entre formel et informel qui existe au sein du secteur et qui empêche du coup de réduire les illégalismes à des simples distorsions du système, d'autant plus que c'est aussi souvent les autorités publiques qui utilisent ces illégalismes-là. Et enfin, et plus largement, ça tout le monde est un peu au courant, mais c'est bien toujours de le répéter, je pense, ces cas invitent à investiguer les régimes des déchets sans les déconnecter du système de production capitaliste qui génère ces résidus, des systèmes politiques qui décident comment les traiter, mais aussi, c'était un peu l'idée de la communication, des formes de politisation et de mobilisation qui participent activement à leur transformation. Désolé pour
Bon, merci encore, encore pour l'invitation. Et c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais je voulais souligner que c'est surtout le travail d'une grande équipe qui est dirigée par un professeur israélien, Yaakov Garb, co-dirigée par Sarah Awaoudi, la présidente d'une association palestinienne, qui travaille depuis une quinzaine d'années avec plusieurs élus de municipalités palestiniennes, avec des travailleurs du secteur de démantèlement et de réparation des déchets électriques et électroniques, des chercheurs étrangers comme John Michael Davis et moi-même, et des habitants qui participent aux échantillonnages, aux entretiens. Moi, je les ai rejoints en tant que postdoctorante de 2018 à 2020, puis après une interruption budgétaire de 2022 à 2024. Donc, j'aurai peut-être pas les réponses à toutes vos questions, mais j'ai mis les adresses courriels de Sarah et Yaakov à la fin, donc vous pourrez leur adresser vos questions difficiles. Oui, on est comme ça. La solidarité a ses limites. Alors, on travaille ensemble sur un objet donc, qui est le déchet électrique et électronique, peut-être. Donc, simplement des métaux précieux, du cuivre, de l'argent, de l'or, emballés dans des matières plastiques qui ont peu de valeur, voire des valeurs négatives. Ce qui confère 3 propriétés à ces objets. Une très forte mobilité, ils vont être rapidement captés par des filières formelles et informelles pour les réparer et en extraire les métaux précieux, donc par exemple le cuivre ou encore l'inox et l'aluminium. Voilà. Deuxième propriété, du coup, une relégation d'une importante quantité de matière, comme par exemple des caissons en polyuréthane, des caissons plastiques de climatiseurs ou encore des gaines de câbles qui vont finir par saturer les sols. Et puis troisième propriété, une forte toxicité, soit parce que ce sont des produits qui contiennent du plomb, de l'arsenic, du mercure et un ensemble de contaminants organiques pour fonctionner, soit parce que les manières de les démanteler, en particulier de les brûler, soit pour en extraire le cuivre, soit pour réduire les volumes de déchets plastiques, vont libérer de nouveaux contaminants organiques qu'on trouve dans les sites de brûlis, mais aussi qui sont dispersés par les fumées, donc ici dans les champs, ou qui vont ensuite saturer les corps des espèces à proximité, humaines et non humaines, qui vont parcourir et entrer en contact avec ces matières. On travaille plus précisément dans 4 villages palestiniens de la Cisjordanie qui sont situés simultanément aux confins de l'État israélien et de l'autorité palestinienne, dans une région qui s'appelle The West Line, qui depuis 20 ans importe plus de 50% des D3E israéliens. C'est à peu près 50 000 tonnes de déchets électriques et électroniques par an, et ce qui constitue un hub industriel. Donc l'équipe a fait un recensement des entreprises. Il y a plus de 300 entreprises qui vont travailler dans la ferraille, alors la réparation, la revente, mais aussi l'extraction des différents métaux, ce qui correspond à plus de 1000 emplois. Donc c'est l'économie dominante à la fois localement, mais c'est aussi le deuxième secteur d'export finalement de la Cisjordanie. Alors une partie donc dans cette chaîne de valeur est réparée. Vous reconnaîtrez ces images qui sont familières. Va être revendue dans des magasins qui ont pignon sur rue, et puis une partie va finir reléguée dans les champs. Avec cette équipe, nous avons mesuré les contaminants inorganiques dans plusieurs dizaines de ces sites, et puis nous avons aussi formé une équipe de femmes palestiniennes à la cartographie, ce qui nous a permis de localiser plus de 3000 sites de brûlis, donc extrêmement saturés en plomb, que vous pouvez voir se trouvent en périphérie de ces villages, notamment dans la zone C, sous contrôle civil et militaire israélien. Et cette dimension administrative a évidemment un sens sur la géographie des contaminations. Donc clairement, c'est une forte injustice environnementale. La distribution de ces sites de brûlis corrèle avec un cluster de leucémie. Et puis toutes les mesures qu'on a pu faire dans les sols montrent qu'on a une très forte accumulation de contaminants, donc à la fois une violence lente et une violence rapide lors des interventions de l'armée. Ce qu'on aurait aimé partager avec vous aujourd'hui, alors c'est une injustice dont les habitants ont conscience. Ici, ce sont des habitants qui cartographient les cancers dans les maisons de leur quartier. Et puis sur la diapo d'après, ce sont des habitants qui manifestent dans un des villages en demandant à l'autorité palestinienne d'intervenir. Ce qu'on aurait voulu du coup présenter et vous proposer, ce sont 2 éléments ou 2 pistes de réflexion. D'une part, l'importance de concevoir des interventions à partir de ces hubs de déchets électriques et électroniques. Et puis dans un deuxième temps, de penser au-delà de ces hubs, l'articulation avec des acteurs qu'on a appelés des acteurs hors. Donc au-delà des acteurs aux mains noircies, dont la capacité principale est d'absorber les contaminants,
il nous semble que c'est très important de garder aussi dans le viseur des acteurs hors, les champions du recyclage, ceux qui façonnent le discours de l'économie circulaire à leur avantage, du fait de leur proximité avec les régulateurs, mais aussi toujours en reposant sur la relégation à ces autres acteurs, notre secteur noir, mais aussi un secteur gris intermédiaire qui, par sa dualité, permet de faire transiter les flux de matière et les valeurs entre ces deux univers. Donc pour ce qui est des interventions à partir des hubs, c'est issu d'un travail de co-construction avec des élus, avec des travailleurs du secteur, avec des habitants et des habitantes, qui a permis de faire émerger 4 piliers d'intervention pour atteindre un futur désiré. Ces 4 piliers sont les suivants. Premièrement, de soutenir des alternatives au brûlis, avec une amélioration des techniques de recyclage, notamment du broyage. On peut extraire le cuivre en broyant les câbles plutôt qu'en les brûlant. Deuxièmement, en augmentant et en améliorant la collecte des déchets, notamment de ces résidus plastiques qui n'ont pas de débouchés dans les territoires palestiniens. Et puis de la formation pour permettre aux jeunes qui sont rentrés dans ce secteur, faute d'études ou faute d'alternatives, de pouvoir trouver d'autres formes d'emploi. Deuxièmement, une application au sens de enforcement de la loi, avec notamment une police municipale à même de réguler les brûleurs et de limiter les brûlis, mais aussi une formalisation des entreprises pour permettre un contrôle des rejets. Troisièmement, une décontamination des sites, donc après identification de ces sites de brûlis, un retrait des sols contaminés et un suivi de ces sites. Et puis quatrièmement, des interventions en matière de santé, avec des cliniques venant sur place dans ces villages avec des professionnels adaptés, notamment pour toutes les maladies respiratoires et en cancérologie, et puis des hospitalisations privilégiées vers des hôpitaux israéliens qui ont les moyens de traiter ces enfants, ainsi qu'une étude épidémiologique de long terme. L'intérêt de ces 4 piliers, d'un point de vue de la justice environnementale, c'est de répondre à la fois, c'est de prendre en compte différentes temporalités, à la fois les urgences immédiates et les besoins de subsistance dans des villages sous occupation, et deuxièmement, des enjeux de long terme dans des zones qui sont sacrifiées et qui ont accumulé énormément de contaminants. C'est en porte-à-faux avec la plupart des propositions pour les déchets électriques et électroniques qui promeuvent une interruption immédiate de toutes les exportations. Ce qui, pour ces communautés, les laisserait 2 fois plus mal en point, privés de moyens de subsistance et avec une accumulation de substances toxiques sans aucun moyen de décontaminer ces sites. C'est aussi en porte-à-faux avec un certain nombre de performances de circularité que vous avez peut-être vu dans les différentes villes où vous travaillez, que nous, on a pu voir en Cisjordanie, quand la ministre de l'Environnement est venue inaugurer avec les partenaires européens une coopérative des travailleurs du déchet et un nouveau centre de recyclage qui, pourtant, n'avait pas les moyens de résoudre aucun des enjeux structurels de fond. Comment formaliser des entreprises sur des flux illégaux? Comment atteindre des conditions de travail aux normes de celles de l'Union européenne? Que faire des plastiques résiduels? Aucun de ces éléments n'était résolu par ces promesses de circularité qui étaient plutôt de l'ordre de la performance. Et c'est ça qui nous a amené à réinterroger également la production de ce discours de la circularité au niveau des déchets électriques et électroniques et d'aller voir comment se fait la capture de la valeur aux côtés des acteurs qui font de la bonne façon, soit parce qu'ils sont en forte symbiose avec les régulateurs et qu'ils redéfinissent la bonne façon à la mesure de leurs pratiques, tout en dépendant du reste pour absorber. Ça répond également à une revue de la littérature qu'on a fait où on a ouvert plus de 4000 articles sur les déchets électriques et électroniques entre 1999 et 2019, ce qui nous a amené à voir 3 glissements dans la littérature sur ces déchets-là. Premièrement, de moins en moins de travaux qui portent sur l'amont, donc sur les producteurs, et de plus en plus de travaux qui portent sur l'aval, sur l'extraction et comment maximiser la récupération des métaux. Une des conséquences, c'est que du coup, les entreprises formelles, que ce soit des producteurs, comme le mentionnait Simonet, mais aussi les recycleurs formels, disparaissent complètement du prisme d'analyse au profit des hubs informels qui vont cristalliser de plus en plus de recherches. Donc, par exemple, on a pu identifier plus de 75 hubs informels de démantèlement des déchets, alors en particulier en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest, et seulement 12 entreprises formelles aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Donc, c'est une disproportion massive qui pose question, du coup, sur ce qui se passe dans ces entreprises formelles. Et les quelques études qui y sont conduites, pourtant, posent question. On va retrouver aussi des contaminations, des enjeux de relégation. Et puis, on a vu de plus en plus aussi de travaux sur
la relégation ou comment trouver de nouveaux débouchés pour les différents flux issus du démantèlement des D3E, comment les mettre dans des sols, comment les mettre dans des plafonds, comment les mettre dans le ciment, au détriment des réflexions sur la réduction de leur toxicité en amont. Donc ça nous a amené à adapter notre méthodologie pour aller conduire des entretiens auprès de recycleurs formels en France ou aux États-Unis, et en saisissant notamment l'opportunité des e-Waste Expo, qui sont des grandes foires internationales où on peut capter une grande partie des acteurs formels en Allemagne ou en Belgique. Ça nous a permis de voir que les problèmes qui n'étaient pas résolus en Cisjordanie, comme par exemple les gaines plastiques de câbles qui contiennent beaucoup de plomb, qui sont réutilisés, qui sont soit stockés en Cisjordanie, soit réutilisés pour des terrains de jeu pour enfants. Nous, ça nous avait amené à nettoyer les terrains de jeu parce qu'on était préoccupés. Mais en réalité, si on regarde en Europe, on les retrouve dans les plots, les bornes de route. Donc là, vous avez plus de 5000 parties par million dans ces objets, on le verra mieux sur la diapo d'après, qui sont tout autour des rues réintégrées. Bon, alors, il faut conclure. Donc peut-être la diapo d'après que je vois. Bon, en résumé, on s'est rendu compte que ce secteur or dépendait vraiment de la relégation des flux les moins profitables et était en train de s'organiser au niveau européen pour diminuer les objectifs de collecte, quitte à racheter les métaux, par exemple, après brûlis, après extraction. Et ça semblait deux contributions importantes pour cette discussion sur les questions de justice et d'injustice. À la fois vraiment de prendre en compte les désirs de justice et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour ces communautés, mais aussi d'aller regarder en amont, finalement, l'arrivée de ces matières, parce que c'est elles aussi qui drive et qui tirent ces filières. Merci beaucoup pour ces 4 interventions extrêmement riches, je pense, qui posent sur la table toute une série de questions que nous pouvons traiter dans les échanges. Moi, je retiens plusieurs choses, et je voudrais peut-être aussi vous inviter à pousser l'échange entre les différents cas. Tout d'abord, effectivement, l'insistance sur les faits que beaucoup de travaux en sciences humaines et sociales portent sur les déchets ménagers, et que globalement les déchets industriels intéressent un certain nombre de chercheurs, mais plutôt des chercheurs qui travaillent sur les questions environnementales. Or, selon les pays, par exemple en France, selon les chiffres de l'ADEME, les déchets ménagers, c'est 3% 3 à 10% maximum. Tout le reste, c'est des déchets industriels et sur lesquels, finalement, nous avons beaucoup moins de choses. Mais surtout, ce sont des déchets qui posent beaucoup de problèmes de toxicité, de transformation des environnements dans lesquels vivent les gens, etc. Donc, c'est peut-être une première question que je voudrais vous poser sur, justement, cette saturation, parce que c'est vraiment, les gens qui travaillent sur les déchets le notent, il y a une saturation des déchets. En France, on ne sait plus où mettre, par exemple, les déchets des constructions. Il y a les travaux de Germain Melmans et d'autres qui montrent qu'aujourd'hui, et du coup, on va faire une loi pour relibérer la possibilité d'utiliser une partie des remblais, etc., qui sont toxiques. C'est-à-dire que ça a été interdit dans le temps sur la radioactivité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les déchets radioactifs. Et on parle de réautoriser, mais aussi pour d'autres produits toxiques. La deuxième chose qui est au cœur de ce panel, qui est la question de la circulation des déchets. Et effectivement, quand on s'intéresse aux pays du Sud, ce qui est souvent mis en avant, c'est le colonialisme par le plastique ou autre, ou la relégation d'une partie des déchets du Nord vers le Sud. Et du coup, en termes méthodologiques, on est toujours amené soit à se positionner par rapport à cette question, soit dire est-ce que ça existe ou pas. Et je crois que si on se base sur les travaux historiques, y compris dans les pays du Nord, les déchets, c'est à la fois de la circulation et à la fois justement le fait de les laisser sur place. Les mines, prenez le cas des mines, et on a toute une série de sites en France qui restent extrêmement... Je m'appuie sur la France, je peux m'appuyer sur les États-Unis où il y a eu beaucoup plus de travaux, mais ce qu'on décrit à Gabès, parce qu'il y a une mobilisation de la population, dans la région de Narbonne et autres, on a des problèmes de toxicité majeure des sols qui ne sont pas traités. Ce n'est pas pour relativiser, je dis simplement ça, qu'il me semble que c'est quelque part... vouloir étudier cette question-là par un seul prisme nous amène à réduire le scope. Et peut-être justement que la typologie, les modes, les régimes justement de gestion des déchets mériteraient qu'on s'y intéresse de manière plus systématique en mettant ces différents cas.
Donc, vous n'êtes pas obligés de tous réagir à ce point, mais je voudrais quand même savoir comment vous voyez ça. Alors, la question peut-être centrale, non seulement dans ce panel, mais depuis ce matin, et je me félicite pour cela, c'est la question du lien entre travail, problématiques professionnelles ou problématiques de travail, qui c'est pas simplement la santé au travail, et les questions environnementales. Alors moi, je travaille dans des milieux qui travaillent sur les questions environnementales, et je crois que nous sommes 2 ou 3 collègues qui passons leur temps à rappeler que la question du travail est absolument centrale, que les premières victimes, y compris des industries toxiques, etc., ce sont les travailleurs. Et la pensée de manière plus systématique me semble, en tout cas c'est un apport majeur pour les travaux qu'il y a sur les questions environnementales. Je vous assure, à l'échelle internationale, il n'y a pas suffisamment de collègues qui travaillent sur cette question-là. Et la question de la toxicité, bien sûr, nous appelle à... c'est une bonne porte d'entrée. Alors, je voudrais juste peut-être finir sur les injustices environnementales. La question des échelles à laquelle, justement, nous travaillons nos cas et quel rapport avec les mobilisations locales. Et je pense, c'est-à-dire ça a été dit plusieurs fois, justement, c'est pas forcément la pollution qui gêne les gens, c'est la dévalorisation. Et je me demande vraiment, c'est-à-dire au regard de ce qu'on sait de la littérature, et notamment les cas américains, le cas américain est très très riche. La justice environnementale est un concept qui a été formalisé dans le monde des études de déchets. Robert Bullard et le mouvement des droits civiques américains, le fait effectivement qu'on stocke des déchets là où habitent les populations noires américaines, mais il y a aussi des travaux dans la vallée du Cancer, dans la région de la Nouvelle-Orléans, où ce sont des usines, c'est pas des stockages qui viennent ailleurs, c'est les déchets locaux qui restent localement, et donc on a cette multiplicité des cas. Et si je le dis, c'est justement en fonction de l'échelle à laquelle on travaille, on va être amené à avoir des positionnements qui politiquement ne sont pas les mêmes. Nelly et Diane, justement, vous êtes sensibles, ou même sur le cas, même si le cas des remblais en Turquie est un peu différent, parce que la toxicité, encore que, il faudrait voir à terme si... c'est effectivement que la question de la pauvreté, la question d'avoir les moyens de vivre, est un problème majeur qui se pose pour toutes les questions de toxicité. Parce que dans les usines, quand on dit il faut arrêter, ou en tout cas critiquer certaines usines en raison de leur toxicité, les travailleurs, et on a beaucoup de travaux sur ça, ne sont pas d'accord. Et ça pose des vraies questions. On a vraiment des réflexions qui sont menées à la fois par des syndicalistes, mais aussi aux États-Unis, par des mouvements de justice environnementale, parce que ce n'est pas des questions fixes dans le temps. Là où les gens peuvent être très heureux d'avoir les moyens de traiter des déchets, 10 ans, 15 ans après, quand les problèmes de maladies successives et surtout d'abandon, et je vais finir sur ce point-là, des lieux, parce que Gabès, les mobilisations se sont développées au moment où les mines déclinaient. Et je pense que ça, c'est aussi un élément qu'il faut tenir en compte, c'est-à-dire la manière dont les gens se projettent dans le futur. Et donc, pour les chercheurs en sciences sociales, je crois que ça pose un vrai problème. Dans quelle mesure travaillant avec des populations à peu près, on est obligé, bien entendu, ça s'entend, de tenir compte de ce qui est dit, mais en même temps, la question des déchets, c'est une question qui s'organise à différentes échelles, comme ça a été dit, et notamment à des échelles internationales, avec une circulation des marchés. Et cette circulation des marchés, les déchets ne sont pas qu'une ressource, les déchets, c'est un problème. C'est des choses qui ne rapportent pas d'argent, c'est-à-dire que l'argent est rapporté par les subventions publiques dans certains pays ou par une main-d'œuvre très peu chère. Et donc, on a ce déplacement très rapide. Par exemple, le traitement du plastique, la crise du plastique, effectivement, on voit des fermetures, mais on voit aussi en Afrique des choses qui ouvrent, qui ferment. Ça s'est même vu en Égypte, etc. Donc, si je dis cela, c'est qu'on n'a pas autant les déchets urbains, il y a quelque chose de très stable, autant ces déchets problématiques industriels, ça se déplace en permanence. Donc, ce qu'on peut noter à l'occasion d'une enquête pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans après, ce n'est pas la même chose. Donc, comment tenir compte de ça ? Je mets ces questions dans le panier, plus pour inviter finalement à ce que nos différents cas en puissent
les comparer, de pouvoir monter en généralité, parce qu'on a des choses extrêmement riches qui ont été dites avec des études absolument merveilleuses sur plusieurs aspects. Voilà, donc vous êtes libre de prendre tel ou tel point ou de réagir sur d'autres aspects que vos collègues ont présentés. Donc la discussion, je vous propose, on fait un premier tour et ensuite on ouvrira la discussion avec la salle. J'étais longue. Non, merci beaucoup pour ces points de discussion. Je vais peut-être pas tous les aborder. Peut-être pour revenir sur la première question par rapport à la saturation des décharges ou et qui pousse aussi des fois à certaines décisions qui peuvent être dommageables, en tout cas en termes de risques, peut-être relatives à la santé, à la toxicité. Je pense que c'est justement ce qui est en train de se passer, ce qui se passe un peu en Tunisie, la décision de déclassifier le phosphogypse et donc de ne plus le considérer comme un déchet dangereux. Ça traduit un petit peu ça, cet embarras qu'il y a par rapport à ces volumes énormes de matière et dans un contexte aussi international qui le favorise, puisqu'on a plusieurs initiatives qui vont vers la valorisation, mais qui ne... Donc c'est présenté comme une solution un peu miracle, alors que ça pose beaucoup de problèmes. Je suis pas revenue là-dessus tout à l'heure, mais en gros, il y a la question des impuretés de toute façon dans la matière qui va gêner beaucoup d'usages potentiels de cette matière, donc comme remblai ou dans les cloisons pour faire du plâtre, ou même dans l'agriculture, parce que par exemple, on enquêtait un gouverneur de Gabès qui nous disait mais le phosphogypse c'est l'engrais du pauvre, il faut qu'on développe tout ça, ça se fait déjà en Inde, etc. Et donc ça on peut, donc c'est un des problèmes, ça peut-être que en fonction des techniques disponibles aussi, en tout cas, on n'a pas les moyens de se débarrasser de tous ces volumes pour des usages existants, dans un contexte aussi où il n'y a pas forcément de compétitivité des filières qui pouvaient être développées, parce que par exemple, en Tunisie, on a aussi des gisements de gypse. Donc c'est pas très intéressant d'aller utiliser du phosphogypse, même simplement d'un point de vue économique. Il faudrait pousser en fait, en tout cas c'est une réflexion qu'il y a au niveau du gouvernement, mais de chercher à du coup imposer peut-être un quota d'utilisation de phosphogypse, mais avec aussi des impacts environnementaux et sanitaires assez incertains. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et alors, je voudrais revenir un petit peu sur la question du travail. Alors, c'est vrai que je n'ai pas du tout abordé ça dans l'article, je pense. Mais peut-être pour prendre un peu de hauteur, en tout cas par rapport à la question de l'extraction en général. Moi, il me semble que, peut-être ce qu'on peut observer dans le secteur extractif, par exemple le phosphate en Tunisie, mais aussi dans plein d'autres endroits, et puis ça concerne aussi d'autres matières, c'est qu'on a une productivité au travail qui a augmenté. Avec par exemple là on parle de recours à l'intelligence artificielle dans la production, ce qui fait qu'on a besoin de moins de travailleurs pour extraire des volumes toujours plus importants de matière et qui ont donc dans des gisements de plus en plus pauvres, donc on doit extraire de plus en plus de volume pour arriver à la même quantité de produits à la fin et donc les impacts environnementaux ne font que croître. En parallèle, on a beaucoup moins de travail, besoin de travail de main-d'œuvre dans ces usines, donc à la fois les mines, mais aussi le secteur de la transformation. Et donc, j'ai l'impression que la conflictualité, elle subsiste dans le secteur du travail, dans le domaine du travail, mais elle se déplace aussi peut-être un peu de plus en plus dans le secteur de la reproduction sociale, donc la question de la santé, la question du chômage, du sous-emploi, avec des travailleurs surnuméraires qui poussent, qui pressent les entreprises par rapport à cette question, et l'exode rural aussi qui va nourrir ces attentes de travail. Et ça me semble assez intéressant à observer. Et voilà, je vais passer la parole aux autres. Je fais dans l'ordre. Non, on n'est pas obligé de refaire dans l'ordre, comme vous voulez.
Moi, je peux prendre la parole, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire. Merci, hein, c'est intéressant. Moi, comme je disais, je connais très peu aussi la littérature sur les déchets. Du coup, mais c'est intéressant. Moi, je voulais aussi rebondir peut-être sur la question du travail. C'est une question que j'ai l'impression est énormément revenue moi sur mon terrain, de se dire finalement on devient dépendant en fait à une certaine économie qui est créée dans nos villages, dans l'endroit où on travaille. Et ce qui moi m'a le plus impressionné au niveau de l'organisation du travail qui est faite, c'est l'existence, mais qui existe aussi en France. En Turquie, c'est peut-être encore plus renforcé, mais de la fragmentation du travail via la sous-traitance et via le déracinement et les migrations, soit internes, soit extérieures à d'autres pays, qui fait qu'en fait le suivi de la toxicité sur le travail des travailleurs, il est pratiquement impossible à suivre, et que la question des maladies professionnelles qu'on suit derrière, c'est impossible à suivre dans un pays, en tout cas comme la Turquie, où il y a 3 hôpitaux, dont 2 confirmés, qui suivent les maladies professionnelles. Et voilà, du coup, c'est des grandes questions que se posent aujourd'hui des chercheurs-chercheuses en Turquie. En France aussi, c'est compliqué, il y a une sous-déclaration de ces questions-là. Mais bon, je trouve ça intéressant de réfléchir, en tout cas collectivement, à comment on peut réfléchir à ces choses-là, quoi. Mais je vais vous laisser plus... Et merci beaucoup pour le commentaire. Je vais essayer de sélectionner parce que je pense qu'il y avait énormément de richesses aussi dans ces retours. J'aurais plusieurs choses à dire. Je vais juste essayer de me focaliser sur quelques remarques qui ont fait écho avec Mitterrand en particulier. Du coup, je vais parler surtout sur l'Italie. Sur la question aussi un peu provocatrice peut-être, sur le fait qu'on se focalise souvent... quand on regarde à la question de la toxicité dans le sud global, du coup sur la question du colonialisme, etc., mais que si on va regarder aussi dans les territoires du nord global, on creuse un peu, on découvre aussi qu'effectivement, entre circulation et immobilisation des résidus de toxicité, on aurait quelque chose à faire. Sans doute, c'est la discipline de l'histoire qui nous permet d'avancer un peu dans cette direction-là. Mais moi, j'en parle aussi parce que pour moi, c'était très intéressant de travailler à la fois sur le sud de l'Italie, qui est marqué, effectivement, c'est un territoire sacrifié, c'est un territoire d'extractivisme et c'est un territoire aussi, comme je disais, de transfert des déchets toxiques depuis le nord, du coup, qui participent, disent certains militants et militantes en forme de colonialisme interne aussi, on peut en discuter. Et moi, j'ai l'impression que ces mobilisations qui se mettent en place beaucoup plus dans le sud que dans le nord, ça permet aussi, dans certains cas, de regarder sous une nouvelle lumière, un nouveau prisme aussi, ce qui se passe dans le nord. Et c'est quelque chose qui continue à émerger constamment. Par exemple, j'ai travaillé surtout sur l'Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, c'est l'opposé de la région de Naples. Elle est plutôt riche économiquement, à l'avant-garde en termes des politiques écologiques. La semaine dernière, on a découvert un site d'enfouissement des déchets dangereux. On parle de 90 000 tonnes qui ont été enfouies, pas dans les années 80, mais plutôt au début des années 2000 jusqu'en 2010. Du coup, c'est quelque chose de tout récent, qui était étroitement lié aussi des nouvelles infrastructures qui étaient en place, qui voulaient aussi devenir un site d'échange pour un nouveau pôle logistique. Du coup, on voit bien aussi l'articulation avec les formes les plus récentes aussi des transformations de l'économie, quoi. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on peut plutôt apprendre de ces mobilisations qui sont effectivement plus fréquentes dans le sud de l'Italie ou dans le sud global sur la question de la justice environnementale, pour aussi réinterpréter un peu ce qui s'est passé dans des territoires qui sont sans doute plus riches, quoi. Mais qui néanmoins ont effectivement aussi une histoire de pollution, une histoire de toxicité sur laquelle on s'interroge peut-être un peu moins, quoi. Et sur la question du travail et des rapports entre travail et questions environnementales, je peux pas trop, je ne peux pas réagir parce que c'est un peu les centres de mes intérêts, même si aujourd'hui j'ai pas trop le temps d'en parler. Je pense que c'est vraiment un nouveau domaine assez stimulant, notamment en sociologie. Je pense qu'on commence à en parler depuis quelques temps. On essaye aussi souvent d'en parler
en essayant d'aller au-delà de, comme on dit, la contradiction écologie-travail. Et ça, je pense que c'est sans doute la bonne piste sur laquelle poursuivre, sauf que si on mène des analyses empiriques, on sait aussi très bien que sur le terrain, cette contradiction, elle existe aussi. Si on étudie les mobilisations, il y a des contradictions, il y a des tensions. Et il y a des difficultés entre les activistes, les militants, les militantes et les travailleurs et les travailleuses de l'autre côté. Les syndicats aussi, ils sont pris dans une tension. Je pense qu'il faut les mettre en lumière aussi pour éventuellement réfléchir à comment les résoudre, mais pas les nier en disant que c'est... tout simplement, il n'y a pas cette contradiction. Je donne un exemple. Dans le cas de l'histoire des luttes dans la province de Naples dont je parlais des années 2000-2008, il y avait plusieurs blocages contre l'ouverture de nouvelles décharges. Dans ces blocages-là, c'était des luttes populaires. Du coup, on avait aussi des habitants, des habitantes de ces villages-là. Une partie aussi travaillait aussi à l'intérieur du secteur de gestion des déchets. Et j'ai plusieurs récits de personnes qui me racontent que la nuit, ils faisaient le blocage contre les camions pour éviter l'ouverture de la décharge, mais que le matin, après, ils se levaient pour aller travailler dans le centre de tri à quelques kilomètres de distance. Du coup, comment les gens aussi, ils arrivent à articuler aussi ces contradictions qui, encore une fois, pour moi, existent et on peut réfléchir sur comment les résoudre, mais ils ne vont pas se résoudre toutes seules. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut continuer à mener un travail de recherche. Il faut faire court, non un peu. Du coup, nous, c'est vrai que le vocabulaire de la colonisation, comme on est dans une situation de colonisation active, du coup, on le réserve vraiment pour les colons. Et on ne s'en sert pas pour les déchets parce que du coup, ce serait nier l'agencialité des acteurs qui importent. Et eux-mêmes n'utilisent pas cette catégorie-là, qui est plutôt utilisée dans ce cas pour politiser cette question, qui est considérée côté israélien comme de l'écoterrorisme et côté palestinien comme du dumping, du toxic dumping et de la colonisation. Donc pour nous, reprendre ce terme-là, ça ne nous semble pas fertile pour essayer de trouver des marges de manœuvre pour résoudre ou améliorer la situation. Alors cette résolution, effectivement, elle est contextuelle. Et il est important de se remettre dans une perspective historique de long terme. Donc comment on en arrive à des villages qui captent 50% des D3E israéliens? C'est des villages qui historiquement revendaient des meubles. Donc on a des filières d'import et de revente dès les années 60, mais déjà sous occupation finalement, déjà dans un contexte de contraintes économiques. Et puis qui progressivement se sont spécialisés et renforcés là-dedans avec la deuxième intifada et donc l'arrêt des opportunités de travail pour les Palestiniens côté israélien. Donc ça va mettre au chômage une grande partie des villageois qui du coup se retrouvent coincés et en plus coincés par la construction d'un mur de séparation au milieu des années 2000. Donc l'accumulation finalement de ces contraintes réglementaires et structurelles va conduire à l'amplification de ce secteur qui doit être sur le long terme résorbé. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tromper là-dedans. Il y a quelque chose de terriblement instable sur le long terme et on ne peut pas célébrer trop longtemps cette toxicité qui s'accumule dans ces villages. Ceci dit, les propositions de décontamination enverront les sols contaminés. Donc, ce qui avait été piloté, c'est d'envoyer les sols contaminés vers une institution à même de les accueillir côté israélien, Ramat Rovav, dans le désert du Negev, qui est à proximité de communautés bédouines qui elles-mêmes portent déjà un lourd fardeau environnemental. Donc, il n'y a pas de bonne solution une fois que ces toxiques ont été mis en mouvement. Donc là-dedans, nous, notre positionnement, c'est d'essayer de trouver toutes les marges de manœuvre pour faire avancer. Donc l'export et la décontamination des sites n'a pas été possible parce que l'autorité palestinienne a refusé d'exporter des sols tant que ses frontières ne seraient pas reconnues, même si les autorités israéliennes avaient accepté d'accueillir ces sols gratuitement. Il n'a pas été possible... il n'a pas été non plus possible de maintenir cette police contre les brûleurs, qui était une police municipale qui fonctionnait assez bien avec des détections sur Facebook et rapidement de l'identification et une saisie du matériel qui était ensuite rendue. Comme on est quand même dans des clans qui se connaissent assez bien, il y avait aussi une pénalisation à la mesure. C'est pas l'armée qui arrive avec des fusils.
Pareil, il a été demandé par le partenaire suédois qui devait financer que ça passe par l'autorité palestinienne qui voulait que les jeeps soient basés à Ramallah, ce qui est un peu loin pour intervenir, pour interrompre des feux. Donc voilà, là on a rencontré un deuxième obstacle et on aimerait pouvoir continuer vraiment sur cet enjeu épidémiologique. Donc on est en discussion notamment avec ce qui se fait au niveau du GISCOP pour donc le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle qui ont développé cette méthodologie pour suivre des expositions environnementales et professionnelles tout au long d'une carrière, mais c'est difficile de recruter dans les conditions actuelles des épidémiologues palestiniens ou même étrangers qui seraient à même de travailler dans cette équipe en contexte de guerre, en contexte où finalement les territoires palestiniens sont fragmentés par un ensemble de checkpoints. Ça rend le déploiement de cette partie difficile. On a quand même formé un pédiatre, donc il y a espoir qu'on puisse construire une épidémiologie aussi ancrée dans les besoins de ces territoires-là. Merci. Donc nous proposons d'ouvrir la discussion à la salle. Peut-être 2 ou 3 questions et courtes, avec des réponses courtes. Merci pour des interventions effectivement très riches et stimulantes. Alors ma question portera d'abord sur le contexte tunisien avec les 2 communications qui nous ont été présentées. Il se trouve que dans les années 2009-2012, j'ai fait un peu de terrain dans la région de Sfax, à une époque où le terril de phosphogypse qui se trouve dans le port de Sfax était considéré comme un énorme problème environnemental, notamment en termes de pollution sur le littoral, et les espoirs de beaucoup d'urbanistes, c'était de pouvoir fermer l'usine qui alimentait ce terril et que l'on puisse passer à une sorte de valorisation du littoral. Or, dans le contexte révolutionnaire tunisien, le syndicat et les ouvriers de l'usine en question s'étaient opposés à cette transformation, à cette fermeture de l'usine qui aurait dû être relocalisée ailleurs parce que c'était une perte d'emploi. Alors j'aimerais savoir où on en est, c'est une question un peu d'information, mais je pense que ça fait écho aussi à la question des effets et des tensions internes aux communautés entre ceux qui subissent les pollutions et ceux dont l'emploi est lié à malheureusement la reproduction de ces pollutions. Et donc c'est un petit peu l'enjeu au-delà de la question. Et j'ai une deuxième question pour Nelly Leblond qui serait de savoir comment dans le contexte de la guerre à Gaza et jusqu'à maintenant, bon, vous avez un petit peu évoqué les difficultés accrues du travail sur un terrain déjà extrêmement difficile. J'aimerais aussi savoir, puisque votre partenariat avec des universitaires palestiniens et des universitaires israéliens est d'une certaine manière assez remarquable et assez inédit, mais dans quelle mesure est-ce que vous avez été aussi percuté par les interrogations sur le boycott des universités palestiniennes ? On avait compris. Peut-être une deuxième question là-bas au fond. Bonjour, je suis Chadène Diab, experte internationale dans le domaine de l'environnement. Alors, j'ai une question qui est très importante en fait par rapport aux déchets, parce que c'est vrai dans la définition au niveau des déchets, pour transformer, en fait, sortir au niveau de la classification de déchets, d'une déchet, une matière au niveau juridique, c'est très susceptible, on le voit toujours dans l'industrie. Dès aussi la problématique de la circularité, en fait, de comment valoriser cette matière. Après, on sait qu'aujourd'hui, ça c'est connu depuis plus que 20 ans, hein, que le milieu déchets, c'est un milieu quand même extrêmement compliqué. Pour ça, elle était gérée par la Convention Bâle, par rapport à tout ce qui est réglementation, pour interdire en fait les sorties des déchets de nos consommations à l'extérieur. Enfin, moi, je sais que cette histoire, en fait, par rapport à l'Italie, cette fameuse journaliste italienne qui était malheureusement assassinée en Somalie parce qu'il a fait des interrogations et en même temps sur depuis 20 ans. Et c'était vraiment démanteler un vrai réseau d'exportation en fait des déchets dangereux à l'extérieur. Et pour ça, en fait, on revient aujourd'hui. Parce que si on reparle sur ça, il n'y a pas aujourd'hui une réflexion sur la source, parce quand on parle de la pollution, il faut
arrêter la source ou diminuer la source. Et la source de la pollution des déchets, c'est très clair, c'est nos consommations, notre façon de consommer. Parce qu'autant qu'on va continuer à consommer de cette façon-là, on va générer, aujourd'hui, c'était la Chine, l'Italie, Gaza, demain on trouvera d'autres terrains. Il ne faut pas réfléchir à la source, ça c'est juste une question. Merci. Alors, je vais donner la parole, on pourra reprendre 2 autres questions par la suite. Donc, je ne sais pas dans quel ordre. La Tunisie d'abord. Oui, alors merci pour cette question. Donc il y a eu justement, par rapport à cette mobilisation qu'il y a eu après 2011 d'une partie de la population de Sfax pour faire fermer l'usine de la SIAP qui était installée depuis le protectorat français. Donc voilà, suite à pas mal d'années quand même d'affrontements entre cette coalition-là qui regroupait des associations environnementales, de développement, mais aussi des regroupements d'hommes d'affaires, ou en tout cas des notables de la ville de Sfax qui ont su se faire entendre auprès de Tunis et qui s'affrontaient donc à la section régionale de l'UGTT, donc du syndicat. Ils ont eu gain de cause finalement en 2019, donc il y a eu la fermeture de la SIAP. Le terril, par contre, de phosphogypse, là, il reste là. Je pense qu'il va rester encore assez longtemps. Bon, voilà, c'est un cadeau empoisonné. Et par contre, en fait, la production de triple superphosphate de la SIAP il y a une autre usine en fait qui doit prendre le relais, qui est en cours de chantier, qui est en chantier actuellement. À Mdilla, donc dans le bassin minier, dans les terres. Donc, en fait, il y a déjà une usine à Mdilla. Donc, en fait, on est en train de projeter l'ouverture d'une deuxième usine dans une ville qui est déjà assez meurtrie par ces questions de toxicité. Bon, il y a aussi beaucoup de chômage, donc ça fait que finalement, peut-être que c'est pas sur ça que se fait la contestation. Actuellement, elle n'est pas ouverte parce qu'en fait, les ouvriers du chantier ont bloqué le chantier pour réclamer de se faire embaucher durablement dans l'usine, ce qui est sans doute toujours un peu en discussion. Enfin bon, en tout cas, je ne sais pas si... l'ouverture est censée être prochaine depuis déjà plusieurs années. Et donc oui, sur la question de détention, par exemple, la configuration de Sfax, on avait une opposition vraiment très vive entre le syndicat et les coalitions d'associations de riverains, plus ou moins riverains, mais en tout cas d'habitants de la ville. Ça, on ne le retrouve pas partout. Par exemple, à Gabès, justement, dans les récentes mobilisations, qui ont été très très importantes là à l'automne, la section régionale de l'UGTT, cette fois, a été motrice, en tout cas, elle a appelé à une grève générale pour demander, ou en tout cas les mots d'ordre, même si ce n'étaient pas les mots du syndicat lui-même, mais les mots d'ordre de la manifestation, c'était fermer le groupe chimique. Je pense qu'en fait, c'est aussi que l'UGTT, localement, était un peu obligé de se positionner par rapport à des revendications très très fortes, qui avaient déjà eu un passif, et cette question du démantèlement aussi du groupe chimique tunisien de Gabès, ça se comprend aussi comme une délocalisation en fait. L'idée, c'est quand même que de nouvelles usines soient construites en périphérie du gouvernorat, donc à Mzal Habib, avec là aussi potentiellement des contestations, mais pour prendre le relais, et c'est pour ça aussi que le GTT est capable d'accepter cette question du démantèlement, qui bien sûr va complètement contre l'intérêt des adhérents, de la plupart des adhérents, c'est-à-dire les adhérents du secteur chimique, qui sont majoritaires, en tout cas dans cette section locale. Voilà. Merci beaucoup pour la question sur Gaza. 4 choses. Je pense que, premièrement, clairement, ça prend précédent et ça explique la très faible productivité de notre équipe. La question de nos collègues qui sont à Gaza, de réfléchir avec eux. On a une partie de collègues scientifiques qui y sont. On a construit avec eux un projet pour analyser les contaminations issues des destructions en coordination avec un hôpital à Jérusalem. Et il y a une partie, notamment Yaakov Garb, qui s'est investi de différentes manières sur ces questions. Donc ça nous ralentit sur nos autres travaux. Ça prend le premier plan et ça, c'est bien normal. Et là-dessus, merci au CNRS de nous offrir un petit répit. Deuxièmement, on a opté pour la formation d'une équipe de terrain en Cisjordanie. Ça veut dire que sur place, il y a une équipe qui sait échantillonner, prendre des photos, conduire des entretiens, enregistrer, transcrire.
etc., etc., etc. Donc ça permet de continuer à travailler. Et en ce moment, ils sont en train de photographier les sites de brûlis avant et après les pluies pour analyser la dispersion des contaminants. Donc on a une équipe qui est devenue aussi robuste finalement à ces moments de violence extrême. Troisièmement, oui, c'est un vrai enjeu. Le boycott indiscriminé qui frappe les universitaires israéliens nous pénalise beaucoup et est très mal vécu dans notre équipe, alors que ce sont ces universitaires israéliens qui sont les plus à même d'être en solidarité avec des Palestiniens. Il y a beaucoup d'entre eux qui prennent leur voiture pour emmener les enfants palestiniens dans des hôpitaux qui forment des Israélo-Palestiniens à l'université. C'est leurs étudiants qui sont à même de s'engager au sein de l'administration israélienne pour lutter pour les droits des Palestiniens. Donc c'est sûr que le boycott indiscriminé, qui fait que par exemple on a des échantillons d'huile d'olive palestinienne collectés par des Palestiniens qui ont passé plus d'1 an dans un frigo bloqué pour pas être analysés. Alors la question c'était de savoir est-ce qu'ils peuvent être consommés ou pas, est-ce qu'on a des contaminants ou pas dans l'huile d'olive qui vont être mangés par des populations palestiniennes. Et tout ça à cause d'un partenaire israélien dans l'équation, on n'arrive pas à le débloquer et c'est assez frustrant. Et le quatrième point, c'est que oui, ça nous expose aussi à des coupes de budget récurrents, soit parce qu'on a un partenaire palestinien, soit parce qu'on a un partenaire israélien. Et vous pouvez envoyer un chèque. On peut éventuellement prendre 1 ou 2 questions très courtes, sinon on s'arrêtera là. Ouais, j'ai une question très courte pour Nelly. C'est à propos de ce fait dont tu parlais, où tu disais qu'on a une myriade de hubs informels par rapport à quelques entreprises formalisées. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on a une idée même très vague des quantités en fait qui sont traitées par ces différentes entités, parce que souvent on a cette impression justement il y a une énorme centralisation de ces industries autour de quelques entreprises, mais qui en fait traitent des volumes monstrueux. Et c'est quelque chose. Enfin, cet enjeu de la quantification, il existe aussi dans d'autres secteurs. Je repense aux déchets plastiques en Turquie, à l'exportation des déchets plastiques en Turquie. Alors, c'est des données du commerce international qui valent ce qu'elles valent et qui peuvent être critiquées, mais la Turquie déclare 700 000 tonnes environ d'importation de déchets plastiques par an. À côté de ça, on sait ne serait-ce qu'en France, on est largement au-dessus des 3 millions de tonnes de déchets plastiques produites par an. Donc, il y a toujours cette mise en perspective qui est très difficile à faire, parce que par nature, on est sur des processus qui sont difficiles à quantifier, même parfois dans des entreprises très formalisées. Non, on a un énorme enjeu de quantification. Donc dans le cas de ce hub-là, John Michael et Jacob, ils ont vidé des camions, ils ont pesé des camions, ils ont compté des camions, et c'est ça qui a permis d'arriver à un chiffre. Mais il y a un énorme problème de quantification des 2-3 E et des trous de connaissances sur les quantités que ces hubs absorbent vraiment. Et en plus juste pour rajouter, je crois qu'en plus de cet enjeu de quantification, on a aussi vraiment un enjeu géographique. Ces hubs, qui sont du coup des lieux de forte documentation, notamment dans leur dimension écotoxicologique, sont situés en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest, dans des climats qui sont différents des climats méditerranéens. On a des climats différents et des chaînes de contamination différentes, ce qui fait qu'on a des données hyper intéressantes sur les canards et le petit élevage en Asie du Sud-Est, et c'est bien, mais on n'a rien sur l'élevage agropastoral au Moyen-Orient ou les filières olives. Donc on a aussi des vrais trous de connaissances qui sont des effets géographiques de qu'est-ce qu'on documente. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore aux différents intervenants de notre panel pour vos interventions très riches qui ouvrent, je pense, vraiment sur des séries de travaux. Donc on peut continuer les discussions et les échanges pour la suite.